Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau numéro des carnets de projet. Alors, les carnets de projet, qu'est-ce que c'est? Ce sont des webinaires qui mettent à l'honneur des initiatives innovantes déployées en Nouvelle-Aquitaine. Ces initiatives qui permettent de reconnecter vers l'emploi ou la formation des personnes qui sont souvent freinées pour s'insérer. Donc, on est aujourd'hui avec des porteurs qui usent d'inventivité pour trouver de nouvelles méthodes pour repérer, pour permettre à ces personnes de reprendre confiance et puis de préparer à l'emploi. Le concept des carnets de projet, il est assez simple et je pense que certains d'entre vous le connaissent maintenant depuis assez longtemps. Donc, je reçois plusieurs porteurs de projets pendant 1 heure et nous discutons autour d'un thème qui constitue un angle d'approche de leur dispositif. Donc, l'objectif, c'est bien de découvrir ces dispositifs, les méthodologies d'intervention, les apports de ces projets au système de formation, au système d'accompagnement. Et puis, vraiment, c'est un format que l'on veut centrer sur les pratiques, sur le comment faire. Donc, on va demander aux porteurs de nous faire part de leurs pratiques, des illustrations, des exemples pour vous permettre vraiment d'appréhender ce que sont ces projets et comment est-ce qu'ils prennent forme. Nous souhaitons bien entendu que vous ressortiez de ce webinaire avec de l'information, mais aussi avec des idées empruntées à ces dispositifs qui vont vous permettre vous aussi de faire évoluer vos pratiques d'accompagnement, de formation, etc. Et puis peut-être que ce webinaire va vous donner l'envie d'aller plus loin. Et c'est là tout l'intérêt. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous pourrez reprendre contact avec les intervenants. Et puis, je vais vous inviter aussi à vous inscrire sur la communauté régionale dédiée aux innovations emploi-formation. Ça s'appelle La Place Nouvelle-Aquitaine. Je vous mettrai le lien dans le chat pour que vous puissiez vous y inscrire. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré, la vidéo accessible en replay sur la chaîne YouTube Cap Métier et sur la communauté La Place Nouvelle-Aquitaine. Donc ce webinaire et le précédent, donc celui du 13 février dernier sur la réalité virtuelle en formation, sont consacrés au projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Fonds régional pour l'innovation dans la formation. Donc des projets qui tentent de rendre la formation plus accessible et plus souple pour les personnes les plus en difficulté. Donc nous allons ce matin nous intéresser aux formations hybrides et ludiques avec des porteurs qui développent des parcours de formation associant des outils pédagogiques assez atypiques. D'un côté des capsules vidéo en micro-learning par exemple, et puis de l'autre côté des mallettes de jeu. Donc on vous en dira un petit peu plus, qui vont permettre à des publics parfois en difficulté pour apprendre à développer des compétences utiles à l'insertion. Donc, que proposent ces porteurs concrètement? Comment leurs outils sont-ils utilisés auprès des publics? Quelles sont les compétences mises au travail? Nous allons aborder tout ça aujourd'hui avec eux. Nous recevons du coup David Mété, qui est cofondateur de MySkills, et Agathe Martin, chargée de projet formation au sein d'Etika. Tous deux sont lauréats du FRIF, vous l'avez compris, pour leurs projets respectifs, Efficace et Jeux d'insertion pro, entreprise inclusive. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors, Agathe, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le projet qui vous concerne aujourd'hui, et puis en quoi ce projet est innovant, parce que c'est ce pourquoi il a été retenu dans le cas du FRIF aussi. Oui. Peut-être pour commencer, 2 mots sur Etika, qui est une association qui existe, qui fête ses 20 ans en mars. Et depuis un petit peu plus de 10 ans, chez Etika, on a développé une méthode qui s'appelle jeu de société et qui est fondée sur le jeu de rôle. Et notre constat de départ, c'est globalement ce qu'on appelle les savoir-être, qui induit plus ou moins une notion de dîner. Mais ça, c'est une autre question qu'on pourra peut-être rediscuter ultérieurement. C'est ce qui constitue, ces savoir-être, c'est ce qui constitue à la fois un levier
et aussi potentiellement un frein à nos interactions sociales et à notre insertion citoyenne et professionnelle. Et nous, pour travailler sur ces savoir-être qu'on nomme compétences sociales, relationnelles, organisationnelles, on a développé des outils fondés sur le jeu de rôle avec différentes entrées thématiques. On travaille sur les questions de citoyenneté, on travaille sur les questions de participation aux instances de décision. Et le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle. On utilise le jeu pour travailler sur ces compétences en matière d'insertion professionnelle. Et depuis 2019, on a été soutenu à 3 reprises dans le cadre du FRIF pour développer une gamme, une collection jeux d'insertion pro qui s'adressait à l'origine aux stagiaires de la formation classique et aux organismes de droit commun, et qui s'est spécifié ces dernières années pour apporter une réponse spécifique au public en situation de handicap intellectuel. Et peut-être un mot sur l'innovation très, très rapidement. La spécificité des outils qu'on développe, c'est qu'ils sont absolument co-construits du début, du diagnostic de la phase de constat jusqu'à l'édition des mallettes, et qui continue à rester ultra modulable et sur mesure pour s'adapter à la spécificité de chaque groupe et aux besoins de chacun des professionnels, formateurs ou professionnels de l'entreprise. Voilà. Oui, merci, parce que c'est complètement un peu dans votre expertise, en fait, hein, cette capacité à créer du contenu, des modalités un peu sur mesure, et puis des contenus qui sont parfaitement intégrés à des formations qui existantes, et vous travaillez en lien avec les équipes pédagogiques pour ça. On le reverra, ça tout à l'heure plus en détail. Oui. David, est-ce que vous pouvez prendre la suite sur la présentation de votre projet ? Écoutez, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc moi c'est David Mété. Donc j'ai cofondé MySkills il y a un peu plus de 3 ans et demi maintenant. MySkills est issu d'un constat assez simple que Agathe a déjà évoqué sur la partie des soft skills. Quand on pose la question à des collaborateurs, des travailleurs, des personnes en recherche d'emploi, de quelles sont les compétences qui leur ont été les plus utiles dans leur vie professionnelle jusqu'à présent, et même si je vous les pose là aujourd'hui maintenant, il y a de fortes chances que vous me répondiez des notions de soft skills qui vont être de la communication, de la capacité à créer des relations, de la capacité à s'organiser, à résoudre des problèmes ou autres. Et en fait, l'idée de MySkills, elle part de là. Elle part de développer ces compétences-là pour faciliter l'insertion et la réussite professionnelle. Donc pour ça, on a travaillé avec l'ENS Cachan et l'Université de Bordeaux, avec qui on a développé une application de formation, des contenus de formation en format court, vidéo, accessibles sur la plateforme, mais aussi des ateliers. Et l'idée, c'est qu'avec tous ces outils-là, on les met à disposition de structures type université, école, organismes de formation, qui vont les exploiter en complément de leurs accompagnements pour développer toutes ces notions de soft skills, de savoir-être. Et donc, le constat de départ pour notre FRIF, ça a été des échanges avec la région et différents organismes de formation avec qui on a travaillé, qui sont que les stagiaires en recherche d'emploi qui sont accompagnés dans ces structures ont parfois du mal à faire la transition entre la fin de la formation et le début de l'insertion professionnelle. Donc l'idée, c'était de venir capitaliser sur certaines soft skills importantes qui pourraient leur manquer pour les accompagner à faciliter cette transition-là. Et donc, on a développé quelques formations comme la recherche d'emploi, organiser sa recherche d'emploi, maîtriser les entretiens d'embauche, mais aussi des formations plus typées soft skills, de type développer sa motivation dans la recherche d'emploi et la confiance et l'estime de soi. Et ces quelques formations-là, complétées aux autres formations que l'on propose aujourd'hui, ont été mises à disposition de stagiaires au sein du Greta et de l'Insup pour accompagner et réussir cette insertion professionnelle. Voilà un petit peu ce qu'on a mis en place lors de ce FRIF. Alors, juste pour reposer un petit peu les choses en termes de réalisation, où est-ce que vous en êtes là dans la réalisation de ces projets FRIF ? Du coup, Agathe, vous disiez que vous en étiez au 3e FRIF. Donc oui. Là, vous êtes en cours ou en fin de déploiement d'ailleurs. Et David, on est à peu près sur la même temporalité, c'est ça ? Alors, nous, c'est notre premier FRIF pour le coup. Oui, on l'a lancé il y a un peu moins d'1 an, en avril-mai l'année dernière. Les phases d'expérimentation, j'entends. Et donc, les premières phases d'expérimentation ont été finalisées. On a eu des retours, on a fait des ajustements. Et là, des nouvelles phases sont en train de se lancer auprès des mêmes acteurs et auprès d'autres. Et l'intérêt des contenus qu'on a développés, c'est qu'ils sont aussi exploitables par d'autres structures, parce qu'aujourd'hui j'ai des écoles et des universités qui exploitent ces mêmes contenus pour accompagner leurs étudiants. Et c'était tout l'objectif du FRIF, d'avoir des contenus qu'on peut plus facilement mutualiser. Et même si la partie atelier, donc animée par l'organisme de formation, elle est personnalisée en fonction de l'établissement et des besoins des personnes que l'on va accompagner, la partie vidéo, e-learning si vous voulez, elle pour le coup elle est figée.
mais elle peut être légèrement adaptée, mais c'est plutôt la partie atelier qui est personnalisée. Et pour vous, Agathe? Et nous, le dispositif jeu d'insertion pro initial, donc qui a été soutenu dans le cadre du FRIF, soutenu et expérimenté dans le cadre du FRIF en 2019, aujourd'hui c'est un dispositif qui est en phase d'essaimage, soit que Etika anime auprès de différents partenaires, soit que les structures, qu'elles soient organismes de formation, universités ou écoles, ont internalisé donc à travers de la formation de formateurs. Et sur le FRIF 2 et FRIF 3, donc depuis 2021, sur le public spécifique personnes en situation de handicap intellectuel, on achève là juste la phase expérimentale et donc on amorce la phase d'essaimage. D'accord. Si j'ai bien compris du coup, David, vous disiez qu'effectivement le constat autour duquel s'est construit le projet, c'était t'as des lieux concernant un manque, effectivement, que dans ce passage à l'emploi, qu'il y avait une brique un petit peu manquante en matière de développement en fait de certaines compétences. Certainement que vous avez été recherché, peut-être des travaux en sciences cognitives, peut-être vous êtes allé rechercher d'autres expérimentations qui ont pu peut-être éclairer un petit peu votre cheminement concernant ces projets-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce qui a pu nourrir un peu cette réflexion préalable avant l'expérimentation? Avec plaisir. Alors nous, on a fait partie du EdLab il y a 2-3 ans maintenant, la première saison du EdLab organisée par la région de Nouvelle-Aquitaine. Et dans le cadre de ce EdLab, on a pu commencer un partenariat avec le département des sciences cognitives de l'ENS Cachan. Et en fait, dans le cadre de ce EdLab, on a travaillé sur pas mal de notions. Alors j'en ai récupéré quelques-unes assez faciles. Déjà le filtre attentionnel. Donc en l'occurrence, imaginez que l'attention, voilà, ce soit une boîte de nuit et qu'il y a un filtre avant. Et en fait, l'intérêt, c'est réussir à passer ce filtre-là pour pouvoir rentrer dans les pensées du stagiaire pour pouvoir lui inculquer des nouvelles notions. Et en l'occurrence, si on passe pas ce filtre attentionnel, le e-learning ne fonctionnera pas. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des contenus sur des formats assez courts qui vont permettre des formats assez courts mais aussi ludiques qui vont permettre de plus facilement passer ce filtre attentionnel et donc de plus facilement faire écho aux notions qu'on souhaite inculquer aux stagiaires. Et ensuite l'autre partie c'est un aspect en 4 étapes qui va être l'attention, l'engagement, la rétroaction et la consolidation. On sait tous que dans la formation en digital, ce qui est complexe, c'est que déjà on a un fort taux de désengagement premièrement. Et donc, comment on va déjouer ce taux de désengagement et deuxièmement, comment on va réussir à ancrer les notions que les personnes auront vues en vidéo dans leur quotidien personnel ou professionnel. Et ça, on le fait de 2 façons. Et la première étape, c'est que il y a ces 4 piliers de l'apprentissage qu'on appelle donc l'attention, l'engagement, la rétroaction et la consolidation. Et ces 4 piliers fonctionnent de pair. Et c'est-à-dire que on ne peut pas aller à de la consolidation si on n'a pas fait de la rétroaction avant, et on ne peut pas aller à la rétroaction si on n'a pas réussi à engager le collaborateur, enfin le stagiaire, pardon, et on ne peut pas engager si on n'a pas passé cette filtre attentionnel. Et donc l'idée, ça a été de travailler vraiment sur des formats courts, donc du micro-learning pour passer ces filtres d'attention, réussir à engager les utilisateurs. Et nous, on le voit sur notre plateforme, on a un taux d'engagement en moyenne de 80 à 90%. Alors sur le FRIF, pour le coup, sur ces premières formations, on était plutôt autour de 60-70%, ce qui est déjà énorme sur des publics éloignés de l'emploi. Et en fait, en arrivant à passer ce filtre attentionnel et à réussir à engager les utilisateurs, les stagiaires, on arrive à emmener de la rétroaction via la plateforme, mais aussi via les ateliers présentiels qui sont proposés en complément de ce qui est vu sur la plateforme, ce qui permet après de consolider les notions. Et donc, c'est vraiment ce mix format court plus atelier qui permet de fonctionner ça. Et donc, sur le format court, sur la vidéo, le stagiaire, lui, va apprendre les notions, va développer ses connaissances et par contre, il va développer ses compétences lors de l'atelier. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout là pour opposer le digital ou le présentiel, mais plutôt se dire voilà, comment on peut les faire fonctionner de pair pour exploiter le meilleur des 2 mondes un petit peu. Donc, voilà, si je résume très rapidement, voilà ce qu'on a essayé de mettre en place et ce qu'on a mis en place lors de ce FRIF. Merci. Agathe, est-ce qu'il y a des expériences, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues qui ont peut-être ailleurs sur d'autres modèles, sur un jeu de comparaison qui sont opérés pour vous permettre un peu de penser ce projet
Alors, nous, on interagit avec le monde de l'entreprise, en fait, depuis toujours, parce qu'originellement, on concevait des dispositifs sur mesure pour différents types d'organisations, dont une des préoccupations était de savoir comment favoriser l'insertion professionnelle et aussi comment garantir le maintien dans l'emploi. Et donc, on a eu comme ça, de manière un petit peu empirique, un certain nombre de retours pour dire que le déficit de ces compétences dites douces, c'était ce qui pouvait constituer un frein, en particulier pour les publics les plus éloignés au maintien dans l'emploi. En parallèle de ça, donc là je vous parle, on est en 2012, il y a une étude qui est publiée par l'Observatoire du travail et commandée par l'Union européenne, qui vient à l'échelle européenne confirmer un petit peu ce constat, de dire que le déficit de soft skills est un frein à la productivité et un frein à l'insertion. Et nous, à partir de là, on a continué à travailler sur des outils alternatifs pour pouvoir aborder ces compétences-là d'une manière douce et pas frontale, parce que c'est des sujets qui sont parfois, c'est des enjeux qui peuvent être complexes en fait à discuter dans l'entreprise ou en formation. Et puis après, c'est une histoire de rencontres. On a rencontré 2 OF qui avaient envie de développer et d'expérimenter de nouveaux outils. Et donc, pendant 2 ans, on a travaillé la méthode d'Etika. C'est vraiment une méthode qui est fondée sur une approche assez empirique et du diagnostic à 360 degrés. Donc, systématiquement, pour concevoir un dispositif, on interroge l'ensemble des parties prenantes, de l'employeur au prescripteur, en passant par les usagers, les bénéficiaires, les stagiaires. Et l'idée, c'est de pouvoir établir des constats partagés pour ensuite transcrire ces constats en contenu pédagogique ludique. Donc voilà, je ne sais pas si je vais plus avant maintenant ou si... Non, c'est parfait. Comme ça, on va rentrer un petit peu plus dans le détail à mesure qu'on va avancer un peu cet entretien-là. N'hésitez pas, vous qui êtes à distance, d'interagir aussi, de poser vos questions dans le chat. Hein, et puis, on reprendra ces questions au fil de la conversation. Justement, est-ce que... alors, on a parlé du jeu, des capsules vidéo, etc. Je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de ces outils-là. Pouvez-vous nous décrire aussi le processus de formation que vous appliquez, parce que David, vous l'avez mentionné, il ne s'agit pas de délivrer sèchement une capsule vidéo et puis faites-en bon usage. Vous accompagnez l'appropriation de ces capsules et puis vous allez jouer aussi sur un mixte entre effectivement de la formation distancielle et puis du coup des ateliers, en tout cas de la formation présentielle, etc. Donc c'est par ce mix de modalités aussi que vous construisez votre plus-value. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, David, et puis ensuite Agathe? Avec grand plaisir. Alors effectivement, tout part des objectifs de la formation. Finalement, quand on conçoit un parcours, on le co-construit toujours avec la structure qui délivre l'accompagnement présentiel. C'est le meilleur moyen de construire quelque chose de pertinent. Et donc, en l'occurrence, tout part des objectifs. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première réunion en amont avec l'organisme de formation pour définir quels sont leurs objectifs, quels sont leurs enjeux, qu'est-ce qu'ils souhaitent développer chez leurs stagiaires. Des compétences de communication, favoriser la maîtrise d'entretien-embauche, développer peut-être la confiance en soi ou la gestion des émotions chez certains publics, délimiter un peu les attentes par rapport à ça, le type de public aussi. En fonction de ça, nous, on va faire une première proposition de parcours parce qu'on connaît très bien nos contenus. Mais l'idée après, c'est que cette proposition de parcours, on va la challenger avec la vision de l'organisme de formation qui, lui, réalise la partie présentielle. Et donc, on fait évoluer le parcours, on l'adapte en fonction de leurs attentes. On définit le rythme aussi, combien d'ateliers on veut positionner et combien de temps on a, parce que malheureusement, les maquettes pédagogiques ne sont pas non plus extensibles énormément. Donc, l'intérêt de mettre une partie en digital, c'est justement qu'on va pouvoir potentiellement alléger et voir un peu plus de notions, mais il faut qu'on sache combien d'ateliers on peut mettre en face. Et ensuite, on va pour eux co-construire des ateliers qu'on va mettre à disposition des formateurs et on va les réajuster avec les formateurs si besoin en fonction de certains aspects, souvent métier, par rapport à la formation. Donc, quand on va travailler des compétences de communication, de gestion des émotions, on va essayer de prendre des exemples concrets qu'on va challenger lors des ateliers liés aux métiers pour lesquels se forment les stagiaires. Donc, voilà un petit peu la méthode que l'on met en place. Donc, c'est vraiment
un mix entre du contenu sur étagère qu'on met à disposition, mais après une grosse phase de découpage et d'ajustement en fonction des objectifs pédagogiques de la structure. Et là, pour le coup, c'est purement de la co-construction. Et après, la conception des ateliers, c'est nous qui les concevons et on les met à disposition, mais après, il y a toujours un ajustement aussi qui se fait. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la partie appropriation du contenu par l'organisme de formation est extrêmement importante, parce que si l'organisme de formation ne se l'approprie pas, forcément, derrière, l'usage sera moindre. Et donc, c'est tout l'objectif d'avoir quelque chose qui soulage l'organisme de formation parce qu'on apporte une expertise sur certains domaines. Par contre, faire en sorte que ce soit le plus approprié possible pour l'organisme et pour les formateurs, pour qu'ils puissent facilement le réexploiter derrière. Et concrètement, qu'est-ce qu'on trouve en fait? Vous parlez de contenu de formation en micro-learning, par exemple. Donc vous avez développé, j'ai compris, quatre formations différentes. Par exemple, si on prend la formation développer et maintenir sa motivation, il y a des contenus effectivement que vous mettez à disposition par l'intermédiaire de capsules vidéo, par exemple, hein, si je comprends bien. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ces capsules vidéo? Est-ce que c'est des jeux de rôle? Est-ce que c'est des mises en scène, en fait, de personnes qui jouent des situations ça va dépendre des sujets, ça va dépendre de là où on en est dans la formation. Mais effectivement, en fait, on va avoir des coachs, des formateurs qui ont une expertise sur ces sujets qui vont construire le contenu avec nous. Et en l'occurrence, ça va être sur développer sa motivation, ça va être en 5 ou 6 étapes avec différents points vus à chaque fois. Et il y a une partie qui va être plutôt de l'information au début, donc développer la connaissance. Et après, il va y avoir plutôt une partie mise en situation avec des fiches à compléter, des petits exercices à réaliser chez soi ou à réaliser en atelier qui vont être proposés au fur et à mesure de l'avancement dans la formation pour développer ces notions-là. D'accord. Donc, et les ateliers durent combien de temps? Les ateliers présentiels, eux, vont durer entre 1 heure et 1 heure et demie pour des groupes de 10 à 15 personnes et ils vont être animés par l'organisme de formation directement et les formateurs, et c'est nous qui accompagnons les formateurs à l'animation de ces ateliers. Et ces ateliers sont liés au contenu en distanciel, exactement. C'est-à-dire favoriser la mise en réflexivité des contenus. Et donc, il y a un retour en fait sur ces contenus en distanciel. Exactement, c'est un petit peu comme les maths en fait. Quand on était à l'école, on avait le cours de maths à l'école et puis on faisait l'exercice chez soi. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que je fais les cours chez moi et j'ai l'exercice en groupe, en classe, pour développer les notions et mettre en pratique. Donc, c'est vraiment très lié entre je développe mes connaissances en autonomie, soit chez moi, soit au sein de l'organisme de formation pour regarder des vidéos, et après, je mets en pratique en groupe, en classe. Très bien, merci. Agathe, du coup, alors comment on utilise cette mallette pédagogique? Nous, cette mallette pédagogique, en fait, elle poursuit des objectifs pédagogiques, on va dire, assez larges, comme je disais tout à l'heure, qui ont été communément identifiés lors de la phase de diagnostic. Donc, grosso modo, les différents champs thématiques que va traiter la mallette, c'est l'acquisition des codes essentiels, la capacité à coopérer, la question de l'autodétermination, comment est-ce qu'on est acteur de son projet, de sa trajectoire professionnelle, en particulier quand on est en situation de handicap intellectuel, la capacité à s'adapter, à respecter le cadre, les compétences d'empathie et d'intercompréhension, la relation à la vie privée, interaction vie privée-travail, et la question du respect du cadre légal. Ça, c'est les grands objectifs qui avaient été un petit peu dressés au démarrage du projet. Et ensuite, nous, la mallette PEDA, en fait, l'idée, c'est d'avoir un outil socle, un dispositif socle que chaque formateur, chaque professionnel va pouvoir s'approprier et adapter en fonction des besoins spécifiques du groupe et du contexte donné. Donc, ça fonctionne, c'est un petit jeu de rôle. On embarque dans un territoire imaginaire qui s'appelle la Maganie et on va intégrer pour le premier jeu soit un ESAT fictif, soit une entreprise qui emploie du personnel en situation de handicap pour le deuxième. Et tout l'enjeu du jeu de rôle, chaque participant va endosser le rôle d'un personnage. Donc, ça questionne aussi l'altérité, se mettre à la place de occuper une fonction qui n'est pas la nôtre. Et l'enjeu, ça va être de réfléchir ensemble à la manière dont va fonctionner l'équipe. Et pour ça, les participants, ils vont vivre une série de situations qui aura été préalablement choisies par le formateur. Et chaque situation, elle va inviter à des interactions et à de la prise de décision collective. Donc, on n'est pas du tout sur un dispositif
préformatés, chaque groupe autant de groupes qu'il y aura de résolutions. Et c'est plutôt, pour nous, l'ambition, c'est d'engager un espace de liberté de parole, de réflexion collective, de créativité, et de permettre à chaque groupe de produire des solutions en fonction des enjeux qui les concernent, de qui ils sont, et de pouvoir voilà, mobiliser ensemble et individuellement leurs réflexions et trouver des solutions en commun. Et ensuite, je pourrais approfondir, mais voilà, il y a plusieurs modalités d'utilisation qui va j'utilise un bout de jeu pour résoudre une situation problème en milieu professionnel à utiliser le dispositif sur un parcours de formation classique dans le temps long, comme support d'évaluation, d'analyse aussi de la progression des membres du groupe. Donc, il y a plein de modalités d'utilisation différentes, et le credo, c'est modulable et sur mesure, je pense. Donc, on est sur un jeu de plateau. On est sur un jeu de rôle, donc c'est des cartes. Ah, c'est des cartes. Voilà, okay. C'est des cartes, et on va tirer une carte personnage, une carte j'interviens qui va faire office de bâton de parole, et ensuite on va tirer des cartes situation, et chaque situation va inviter les participants soit à une interaction duel, soit à une interaction collective. Et chaque situation doit donner lieu à une résolution. Et donc, c'est là qu'on mobilise des compétences, puisque du coup, en termes de communication et en termes de coopération aussi, puisqu'il faut qu'on se mette d'accord sur une solution face à une problématique rencontrée. Exactement. Enfin là, par exemple, j'en pioche une juste au hasard. Donc, c'est un collègue m'envoie des SMS méchants, je reçois des insultes et des menaces, j'ai peur, je réagis. Et donc, la personne, le protagoniste, a le choix, soit d'en parler directement aux collègues concernés, soit d'en parler au moniteur d'atelier, soit d'en parler à un autre collègue, soit de faire appel au personnage, à la personne ressource, au personnage joker, soit de choisir une autre stratégie. Et donc, systématiquement, le joueur va être amené à faire un choix déjà en termes de stratégie, et puis ensuite à organiser son interaction pour résoudre la situation. Et c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de bonne manière de jouer. On a des groupes qui vont tirer, grossir le trait ou noircir la situation, enfin faire que l'entreprise va devenir une vraie catastrophe. Et c'est super parce que finalement, c'est un espace où on va expulser les peurs, les frustrations. On va avoir des groupes qui vont être au contraire dans de la recherche de solutions hyper innovantes, hyper alternatives. Mais quoi qu'il arrive, il y a l'opportunité ensuite sur la régulation pour tirer un fil et tirer des leçons collectives de ce qui a été joué. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je crois que ça donne vraiment des exemples un peu concrets de ce que l'on peut trouver sur ces cartes et comment on peut y jouer, tout en sachant que vous, Etika, vous venez animer les ateliers. Alors, peut-être dans les premiers temps, et ensuite l'idée c'est d'accompagner effectivement les formateurs pour qu'ils le fassent par eux-mêmes. On est sur cette logique-là. L'idée, donc nous on est une très petite structure, on n'a pas la capacité à essaimer super largement partout sur le territoire. Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir doter des formateurs, des moniteurs d'ateliers, des professionnels de cet outil pour leur permettre d'aborder ces enjeux-là avec les groupes et les équipes qu'ils accompagnent. Et pour ça, on a différentes modalités. Soit on vient pour animer une session de test pour que les personnes puissent se projeter ce que ça peut donner concrètement. On propose également de la formation action où on va co-construire avec le formateur le dispositif sur mesure pour lui permettre de projeter la modularité de l'outil. Et on propose aussi, mais de manière plus à la marge, des formations à la journée classique pour une équipe où on accompagne les professionnels à identifier les différentes modalités d'utilisation de la mallette pour qu'ils puissent ensuite l'utiliser en autonomie. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que les formateurs et formatrices puissent repartir avec un dispositif complémentaire pour aborder ces enjeux des soft skills. Merci. Alors, on a plein de petites questions. Merci dans le chat. Je vais
peut-être laisser certaines là pour le moment, mais je les garde en tête. Il y a une question là qui rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire, Agathe, en termes de modalité d'utilisation. Est-ce que ce jeu de rôle, il peut être proposé en distanciel, ou est-ce que réellement c'est un choix que vous avez fait de le maintenir en présentiel parce que vous considérez qu'il y a un intérêt pédagogique à ce que ça se fasse en situation c'est super intéressant. Le Covid est passé par là pour tout le monde, donc nous aussi. Je vous cache pas qu'on réfléchit à des manières d'utiliser en distanciel, et aujourd'hui avec les outils dont on dispose de type visio, etc., avec certains publics, on a déjà expérimenté de l'animation en distanciel. Pour autant, avec des publics fragilisés, empêchés, en situation de handicap, aujourd'hui, on trouve un réel intérêt à l'animation en présentiel, voilà, sur les groupes, les équipes. Aujourd'hui, nous, on a plutôt on privilégie le présentiel, même si on n'est pas du tout fermé demain à développer de nouvelles solutions, mais voilà, à l'avenir. Merci. Est-ce que David, vous vouliez réagir aux propos d'Agathe, ou est-ce que ça fait quoi certaines choses? Alors, nous, pour la partie, nous, effectivement, il y a déjà une partie distancielle qui est faite via les vidéos, et nous, on a effectivement certains ateliers qu'on propose à distance. On travaille notamment avec des écoles qui sont 100% en ligne, et là, pour le coup, on a réadapté certains ateliers pour qu'ils puissent se faire à distance. Donc, on a moins cette complexité parce qu'il y a moins ce côté jeu de rôle que propose Agathe chez nous. Donc, et par rapport aux 3 autres questions, vous voulez peut-être qu'on y réponde? Oui, alors on va y venir, tout à fait. Ouais. Avant justement de s'arrêter sur les questions, parce que du coup on a des questions qui sont liées un petit peu à la valorisation, comment est-ce qu'on reconnaît les compétences effectivement qui ont été développées. Je voulais juste vous poser la question sur ces formats, donc sur le jeu, sur le micro-learning. En quoi ces leviers, ces instruments-là de facilitent le développement de compétences? Est-ce que Agathe, le jeu, vous l'avez un peu abordé? Est-ce que du coup le fait de faciliter la projection, est-ce que ça aide, ça libère en fait la parole au sujet de situations que les personnes peuvent vivre, mais face auxquelles ils ont parfois du mal à verbaliser ou à exprimer certaines choses? C'est quoi l'intérêt d'utiliser un petit peu ces instruments de travail-là? Alors nous, depuis plusieurs années, on a testé vraiment beaucoup de formats pédagogiques différents, en passant par le théâtre forum pour en arriver au jeu de cartes. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, le jeu de cartes, l'univers fictionnel, il est super protecteur et il va permettre à chacun de s'exprimer sur des sujets qui sont parfois complexes ou qui mobilisent voilà une part d'intimité, une part personnelle importante. Mais il va permettre à chacun d'être bien protégé derrière sa carte et donc de pouvoir aller très loin dans la capacité à s'exprimer. Et le fait de projeter, de vivre ensemble une expérience collective à la fois très en lien avec notre quotidien professionnel ou notre quotidien en formation, et en même temps très distancé parce qu'on est dans un pays imaginaire, parce que on est peut-être, on endosse peut-être le rôle du directeur, de la directrice, du chef d'équipe, etc. Mais ça va permettre aux personnes, en se déplaçant un petit peu et en faisant le petit pas de côté, de pouvoir proposer des solutions, proposer des réflexions, des solutions assez innovantes qu'on va ensuite pouvoir retransférer. L'enjeu, c'est toujours ce qu'on projette dans le jeu, c'est super. Et ensuite, quel fil on va tirer, comment est-ce qu'on va remettre en lien finalement avec la réalité professionnelle. Et donc ça, c'est toute la subtilité et tout l'art tout le travail d'accompagnement du formateur, de remettre en lien avec le réel, de capitaliser sur les idées qui ont été produites pendant le temps de jeu et de voir comment est-ce que c'est transposable et quels sont les axes d'amélioration collectifs ou individuels selon le contexte. Merci. David ? En fait, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir aux questions qui avaient été posées et du coup, j'ai pas écouté la question. Mais
Non, mais pourquoi ce choix-là du micro-learning? En quoi, en fait, les formats que vous utilisez favorisent-ils le développement de compétences? En fait, ça rejoint pas mal ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le filtre attentionnel. Le jeu de rôle, en l'occurrence, effectivement, c'est un bon filtre attentionnel parce qu'on va travailler des notions via le jeu. Et donc, on bypass ce filtre attentionnel. Et nous, l'avantage du micro-learning, c'est qu'on est sur du temps court. Et aujourd'hui, effectivement, les utilisateurs, de par les usages d'Internet et la vie qui s'accélère, on a une attention qui est de plus en plus réduite. J'avais vu une étude de Microsoft il y a quelques années, et je crois que c'était juste avant le Covid ou juste après. Ils évoquaient que le temps moyen d'attention aujourd'hui, c'était entre 5 et 6 minutes. Et c'est pour ça qu'on est sur un temps inférieur à 5 minutes pour rester dans ce temps d'attention-là. Et ensuite, en complément, toutes nos capsules vidéo, elles vont intégrer effectivement une partie contenu, une partie aussi mise en pratique qui va faire écho, qui va créer des points d'ancrage, si vous voulez, par rapport aux notions, qui vont faire écho avec des situations que eux peuvent avoir vécues en entreprise ou dans leur quotidien personnel. Et c'est via des outils de ce type jeu ou type expérimentation via l'atelier ou exemple concret, pratique ludique, qu'on arrive à bypasser ce filtre attentionnel et venir ancrer les notions chez l'utilisateur. Ok, et juste, j'avais une question. Est-ce que lors de l'animation des ateliers, est-ce que vous avez des personnes, des formateurs ou des référents de la structure commanditaire qui assistent à ces ateliers, ou est-ce que ça fait partie un petit peu en tout cas de des prérequis de se dire, pour qu'il y ait montée en compétences et pour que la parole se libère, etc., et pour qu'on puisse avoir une spontanéité dans les échanges avec les stagiaires, on décide de ne pas qu'il n'y ait pas de présence en fait institutionnelle au sein des. Alors nous on peut accompagner les ateliers, il n'y a pas de souci, on a des référents pour les différents ateliers. Maintenant, ce qu'on préfère faire, c'est se baser sur l'expertise interne de l'organisme de formation et donc venir accompagner les formateurs. On leur livre des fiches, on leur livre des contenus et autres, support PowerPoint, vidéo, audio, pas mal de supports, et on vient les accompagner à l'animation de ces ateliers. Et après, effectivement, certaines structures sont autonomes là-dedans, d'autres préfèrent un accompagnement et on peut faire les deux. Mais en règle générale, se baser sur le formateur, après lui, il va pouvoir réexploiter ça dans d'autres, sur d'autres promotions, plus facilement. Et puis surtout, il va pouvoir venir teinter ça de sa propre expérience. Et vu qu'il a créé déjà un lien fort avec tous les apprenants, surtout l'accompagnement, c'est quand même pertinent de se baser sur le formateur et pas avoir quelqu'un de tierce qui arrive juste pour ces sujets-là. Donc c'est un peu le choix qu'on a fait, et c'est aussi à la demande des organismes de formation, bien sûr, c'est que ça leur permet de monter en compétence sur ces sujets et d'avoir une certaine autonomie derrière dans l'animation des ateliers. Tout à fait. Donc, pour revenir aux questions, justement, on a des questions liées à un peu la reconnaissance en fait de ces compétences. On a Laura qui nous demande comment sont reconnues au fur et à mesure ces compétences douces. Et puis que l'on peut rattacher à une autre question. Proposez-vous des grilles et des référentiels détaillés des compétences travaillées derrière vos outils? Alors, je commence, Agathe? Oui. Alors, effectivement, la mesure de la progression de la compétence pour la formation au global, hein, c'est un vrai sujet pour tout le monde, peu importe les sujets travaillés. Sur la partie soft skills, c'est particulièrement complexe parce qu'on vient travailler des notions qu'on a déjà aujourd'hui du mal à mesurer. Nous, on a un projet en cours depuis 2 ans maintenant avec nos labos de recherche partenaires sur la mesure de la progression. L'idée, c'est d'intégrer dans notre outil une sorte de mesure avant la formation, après la formation et quelques mois plus tard pour avoir réellement une vision de la progression, sauf que c'est un peu plus complexe que ça à mettre en place. Maintenant, ce qu'on a intégré sur la plateforme, c'est qu'on a une évaluation sur la plateforme qui va mesurer la partie connaissance, et on a une évaluation qui va se faire lors des ateliers sur des thématiques précises qui sont mentionnées et qui sont réadaptées après avec les formateurs sur la partie compétences. Et donc déjà, on a le lien entre ces deux évaluations-là qui se fait et qui permet de mesurer l'acquisition ou pas des différentes notions. Et au fur et à mesure, on le fait évoluer. Et si vous avez envie de travailler avec nous, c'est avec grand plaisir qu'on pourra en discuter et qu'on pourra vous montrer un peu les pistes vers lesquelles on pense. Et ça fera peut-être l'objet d'un brief dans quelques mois, espérons-nous.
Merci Agathe. Je rejoins David sur évidemment la complexité à évaluer dans le temps l'acquisition de ces compétences, en particulier quand on est un organisme qui vient en support ponctuellement auprès des structures, mais qui n'est pas dans un accompagnement long des stagiaires et des apprenants comme c'est notre cas. Pour autant, j'ai quand même l'impression que c'est un vrai sujet de société et qu'il y a un vrai enjeu là qui émerge quand on voit même politiquement ce qui est en train d'être intégré à l'école, etc. Donc, les lignes, elles sont en train de bouger sur ces questions-là. Nous, on a adossé au dispositif un partenariat avec le laboratoire psychologie du travail de l'Université de Bordeaux, où on a dressé, en fait, avec les partenaires du projet, les usagers et les chercheurs, une série de compétences cibles à acquérir ou à développer, et on a des petites grilles d'évaluation, donc des grilles d'évaluation du formateur qui sera plutôt en posture d'observation, mais aussi des grilles d'auto-évaluation par le groupe, parce qu'il y a un truc hyper intéressant qui se joue, où en fait le groupe va pouvoir évaluer là où ils ont été performants, là où ils ont été moins performants, quelles auraient été les situations, les solutions alternatives. Et donc on est un petit peu dans une combinaison comme ça entre une évaluation assez formelle et systématique et une évaluation plus qualitative. Et on a pour ambition, donc on a aussi toute une série d'outils de suivi pour savoir quel est le taux d'appropriation et quels sont les impacts. Alors là, c'est super intéressant, par exemple en ESAT, parce que en ESAT, les personnes, elles ont l'organisme de formation en général adossé à la structure, et donc on suit à la fois la personne dans son environnement de travail et à la fois en formation, donc on peut vraiment avoir du retour dans le temps long. Et donc, on a développé une série d'outils d'évaluation dans le temps pour pouvoir identifier les effets transformants à moyen et à plus long terme. Mais c'est un travail chronophage et de longue haleine, mais on s'y attelle. Merci. Alors, je vais embrayer sur une autre question. Est-ce que vous avez eu des demandes pour animer des ateliers auprès de jeunes en contrat d'engagement jeune, le sais-je? Agathe, est-ce qu'il y a des demandes? Oui, nous, alors pas sur le dispositif insertion pro facile à lire et à comprendre, qui est vraiment spécifique au secteur du handicap et qui s'adresse aussi de manière complémentaire aux personnes en difficulté de lecture, mais sur le dispositif jeu d'insertion pro classique, effectivement, on travaille avec des jeunes éloignés de l'emploi, en collaboration ponctuellement avec des missions locales. Donc c'est des publics, oui, qu'on a l'habitude d'accompagner, avec lesquels le jeu de rôle fonctionne justement très très bien, parce que c'est un super sas et c'est un révélateur aussi de potentiel très souvent. David, est-ce que vous intervenez auprès de jeunes en contrat d'engagement? Non, nous pas particulièrement. Nous, on accompagne beaucoup à travers de structures type lycée pro, université, école. Ça nous arrive d'avoir d'autres structures, mais c'est plutôt sur de l'expérimentation, comme on a pu le faire là au travers du FRIF avec le Greta l'Insup. Donc, on n'a pas eu de demande jusqu'à présent, mais après, on n'est pas fermé et on peut imaginer des choses avec grand plaisir. Merci. Alors là, on l'a compris depuis le début à travers les échanges qu'on a eus. Vous travaillez très très en lien avec les équipes qui sont à l'origine des demandes, qui formulent des demandes très très précises. Donc à l'étape une co-construction, donc à l'étape d'ingénierie en fait des parcours, suivi, mesure d'impact, etc. On l'a bien compris. Mais tout l'enjeu aussi de vos dispositifs, c'est de savoir comment est-ce que les parcours que vous allez proposer vont pouvoir s'intégrer avec une formation, et former un tout un peu cohérent, un tout pédagogique un peu cohérent. Ce qui rejoint une des questions qui a été posée. Est-ce que il y a des étapes privilégiées dans les parcours de formation pour intégrer ces capsules et les ateliers? Est-ce que vous identifiez, est-ce que justement il y a un temps où vous posez avec les équipes, avec la structure, en se disant à quel moment du parcours est-ce qu'on intègre? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites? Ça fait partie du processus? Nous, ça fait, je prends la main, oui. Pardon, Agathe. Mais nous, ça fait clairement partie de la toute première étape
ce qu'on aimerait bien récupérer, c'est les fiches de formation, en tout cas une présentation du parcours de la structure, et avoir leur retour un peu de eux, ce qu'ils aimeraient avoir. Et en l'occurrence, les parcours qu'on a accompagnés là dans le cadre du FRIF, ils avaient 2 périodes de stage, enfin une période de stage pardon et une période de stage plus long qui était plutôt dédiée à l'insertion pro. Et en l'occurrence, l'idée c'était de travailler certaines compétences avant le premier stage et de travailler les compétences type insertion pro vers la fin du parcours. Donc il y avait déjà une sorte de découpage qui se faisait comme ça, et à partir de là, après, on venait s'intégrer par rapport à ça en fonction des heures qu'ils avaient de dispo ou des heures où ils pouvaient animer des ateliers pour venir teinter ça et construire le parcours en fonction. Donc il y a réellement un découpage et une structuration qui se fait en lien avec le support pédagogique, ou en tout cas le programme du parcours qui est déjà existant chez vous. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un outil comme ça malléable, c'est qu'on va pouvoir le décomposer et le découper en autant de séquences que nécessaire, et avoir des briques indépendantes les unes des autres pour pouvoir accompagner au mieux les stagiaires. Et du coup, est-ce qu'il y a une durée Et la durée, tout dépend en fait du nombre de contenus que vous voulez voir. J'ai des parcours qui vont faire 25 heures et d'autres qui vont faire que 5 heures. Donc en fait, tout dépend des objectifs initiaux définis et du temps alloué possible en fait. Et après, si on souhaite accompagner sur 20 contenus différents mais qu'on n'a que 5 heures, on va simplement faire une priorisation et se dire les compétences prioritaires à développer, ça va être ça. Et après, rien n'empêche de mettre au moins à minima les contenus à distance de disponibles pour les utilisateurs, pour les stagiaires. Mais par contre, la partie atelier, là, pour le coup, autant se focus sur les compétences prioritaires dans un premier temps, plutôt qu'essayer de mettre trop de contenu et au final ne plus accompagner. Donc, il y a ce découpage qui se fait à chaque fois. Agathe, comment ça se passe pour vous? Alors, nous, je dirais qu'on est confronté quand même à des réalités très diverses en fonction du partenaire là qui va solliciter l'outil. Globalement, en gros, il y a 2 choses. Soit c'est des formations qui vont travailler sur des compétences techniques, et où cette question des soft skills, elle pose un petit peu problème parce qu'on ne sait pas bien comment l'intégrer dans les parcours de formation, et que les formateurs ne sont pas nécessairement outillés. Donc là, on va vraiment réfléchir avec le formateur. C'est toute la dimension sur mesure de la formation de prise en main pour savoir comment est-ce que ça peut s'intégrer au parcours de formation proposé par l'organisation. A contrario, on va avoir des formations qui vont être vraiment dédiées à ces enjeux-là, en particulier en infra-qualif, remobilisation vers l'emploi, etc. Et là, pour le coup, c'est de savoir comment est-ce que l'outil va pouvoir être disséminé au fil de ces formations spécifiques pour s'intégrer de manière cohérente avec les pratiques déjà existantes de l'organisme de formation. Et le retour des professionnels utilisateurs qu'on a, et qui est en général apprécié, c'est justement la dimension hyper modulaire. C'est-à-dire que si un formateur a envie d'investir à 300% le dispositif, de l'adapter, de créer de nouveaux contenus, mais il y a vraiment cette possibilité pour en faire vraiment un ensemble cohérent, et aussi avec une possibilité de progression, d'accompagnement du groupe dans sa progression. Et si on a envie de l'utiliser en one-shot pour faire une petite bulle de respiration dans X ou Y parcours, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et donc, je rejoins David sur le fait que, voilà, c'est vraiment tout un travail de co-construction et de projection en commun pour que finalement l'outil y réponde aux besoins spécifiques des structures, parce que ça reste de l'outillage et que c'est pas une formule magique non plus. Et après, pour compléter ce que dit Agathe, dit comme ça, là, en plus sans support, ça peut paraître fastidieux ou complexe, mais au final, c'est toute notre expertise chez MySkills ou chez Etika de faire ça finalement, d'adapter les parcours. Et nous, pour donner un exemple, on a lancé des écoles en moins de 2 semaines. C'est-à-dire qu'entre la définition des objectifs de la structure et le lancement du programme, il s'est passé 2 semaines. Alors certes, après, on a accompagné les formateurs un petit peu par la suite au fur et à mesure du lancement du parcours. Mais en l'occurrence, vraiment la construction d'un parcours et la mise à disposition d'un parcours adapté en fonction des objectifs de la structure par rapport à ces périmètres donnés. Et c'est quelque chose d'assez rapide finalement, parce que ça dépend de notre expertise, et puis après simplement un temps de disponibilité de chacun, et en règle générale en 1h30, 2 heures à raison
en 2 échanges, donc 45 minutes par échange, c'est finalisé, la structuration d'un parcours. Nous, c'est un peu plus long. Je parle de la structuration du parcours, je ne parle pas après de l'accompagnement des équipes et autres. Ok. Alors, vous avez maintenant un bon recul sur les expérimentations que vous avez déployées. Ça fait un certain temps que vous les menez maintenant. Vous êtes à l'étape, là, sur une phase un peu essentielle aussi de capitalisation. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Qu'est-ce que vous retenez de vos expérimentations? Qu'est-ce que vous garderiez? Quelles sont les pratiques, en tout cas, où vous vous êtes dit, bon, ben là, peut-être qu'il faudrait travailler là-dessus. Et puis peut-être d'aborder aussi peut-être certaines des difficultés que vous avez eues sur lesquelles vous tentez d'agir aussi dans le temps. Qui veut prendre la main? Agathe, je vous sens prête. Allez, c'est parti. Nous, le principal enseignement, c'est que le besoin d'espace de parole pour questionner les dynamiques d'équipe, les relations à la hiérarchie, les postures professionnelles, il est immense. Et si, en particulier sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, donc le principal enseignement de cette expérimentation, c'est qu'il y a un besoin très fort et un taux d'appropriation. Enfin, les personnes, on n'a pas un groupe qui n'a pas investi ou qui a mis à distance l'outil. En fait, ils se sont engouffrés dans l'outil pour verbaliser et réfléchir à un certain nombre de questionnements du quotidien professionnel. Donc, peut-être c'est ça, quoi, le besoin de parole et la nécessité de créer des bulles comme ça, de réflexion, de mise à distance, un petit peu dans tous les espaces, que ce soit en formation, mais que ce soit aussi au travail, parce que c'est la spécificité de l'outil, c'est qu'on peut l'utiliser vraiment dans les 2 contextes, et que d'ailleurs les 2 peuvent interagir l'un l'autre. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je pense que c'est le truc le plus important. Le besoin d'espace pour réfléchir à ça, et aussi la capacité des apprenants, des stagiaires ou des professionnels à produire leurs propres solutions, et donc à être... Enfin, nous, on est quasiment dans un processus d'innovation en temps réel de formation, parce que ça permet à chaque groupe de produire des solutions spécifiques, et ça, c'est vraiment super intéressant. C'est des choses qui peuvent faire aussi évoluer les environnements de travail pour être plus inclusifs, plus respectueux, s'adapter aux spécificités de chacun. Et c'est super chouette. Et peut-être dans les contraintes, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait des structures qui soient qui aient envie finalement de faire bouger ces lignes-là et de venir interroger avec leurs équipes ou avec leurs stagiaires ces questions. Donc, je pense que ça repose beaucoup sur l'envie des pros, que ce soit dans le secteur de la formation ou dans le secteur de l'entreprise, de créer ces petites bulles. Parce que, Agathe, vous avez eu des représentations quand on arrive avec des mallettes de jeu et quand on dit qu'on développe effectivement des formations ludiques, effectivement. Est-ce qu'il y a des représentations au sein du corps formateur aussi? Souvent, les personnes, mais c'est vrai pour la collection Insertion Pro, mais c'est vrai globalement dans toutes les formations, de dire on va faire du jeu de cartes, etc. La première peur, c'est « Ah mais non, notre public, il va se sentir infantilisé ou voilà, un petit peu dégradé, ils n'ont pas envie de jouer, ils ont envie de réfléchir, d'être sérieux, etc. » Donc peut-être que la principale appréhension, c'est un petit peu ça, c'est la peur de que les personnes se sentent infantilisées. Alors au final, c'est quelque chose qu'on arrive tout à fait à déconstruire, à accompagner. Puis si dans un groupe, il y a une personne qui n'a pas du tout envie de jouer, qui est super réticente, on a aussi des alternatives pour pouvoir la faire rentrer par un autre biais dans la dynamique de groupe. Mais ça, c'est peut-être la principale peur des professionnels qui est assez récurrente. David, les apprentissages que vous faites? Ouais, les freins ou les points les plus importants à suivre, déjà être accompagné, faire des accompagnements sur des petits groupes, c'est important parce qu'on est sur des publics éloignés de l'emploi et en l'occurrence, on a besoin de plus de personnalisation. En tout cas, et en l'occurrence, il faut un petit groupe si on veut faire de la personnalisation et de l'adaptation, répondre aux questions. Je rejoins tout à fait Agathe sur le fait qu'ils vont tous avoir des questions très personnelles à chaque fois, ou en tout cas liées à des expériences personnelles, et donc il va falloir pouvoir y répondre. Et même si ça rejoint des thèmes similaires, voilà, il y a ce temps qui est nécessaire, et donc il faut travailler avec des petits groupes. Et après, c'est la partie
disponibilité des formateurs. J'ai conscience que la posture de formateur est pas simple parce que il y a à la fois le suivi des groupes, il y a aussi une grosse partie administrative et donc parfois les formateurs peuvent manquer de temps et même si effectivement lancer un parcours de ce type-là, ça peut paraître simple parce qu'on arrive avec beaucoup de contenu de clés en main, il y a quand même un temps d'appropriation qui est nécessaire pour le formateur où voilà, on a besoin d'échanger 1 à 2 fois avec lui sur 1 heure à chaque fois pour que ça se passe pour le mieux. Et il faut pas négliger cette partie-là parce que plus le formateur il va être au clair sur ces éléments-là et mieux se passera l'accompagnement. Et quand je dis que c'est important, c'est qu'on peut avoir des résultats 3 ou 4 fois supérieurs si on a un accompagnement qui est fait correctement, VS un accompagnement qui a été fait en une demi-heure entre 2 réunions parce que finalement le formateur n'avait pas trop le temps. Et j'ai conscience qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins propices à ça, mais ces compétences-là sont clairement essentielles aujourd'hui pour la partie réalisation professionnelle. Et donc, on arrive avec des contenus, que ce soit Agathe, nous ou d'autres, pertinents là-dessus. Voilà, il faut un petit temps malgré tout pour se poser, pour pouvoir bien construire le parcours en fonction des attentes. Et donc, il ne faut pas négliger cette partie-là, la partie préparation en amont, tout simplement. Je peux rebondir, je vois qu'on arrive au bout, mais juste très rapidement sur ce que vient de dire David. J'adhère complètement. Nous, c'est exactement pareil. Enfin, plus le formateur va s'approprier, voire déconstruire les outils. En gros, nous, on propose une méthode et on invite les utilisateurs à la revoir et à l'adapter au maximum pour que ça vienne faire partie intégrante des pratiques. Et je voudrais juste, pour donner une dernière petite information, on a toute une partie mallette PEDA en ligne qui permet aux formateurs et aux groupes de concevoir des contenus additionnels sur mesure. Donc, en gros, on propose un socle de base et ensuite, les utilisateurs vont pouvoir éditer les contenus au fil des utilisations et en fonction des nouveaux enjeux qui émergent. Il y a toute cette partie appropriation qui est vraiment cruciale pour que le dispositif porte ses fruits. Juste, Agathe, on avait une question pour le dispositif Insertion Pro Jeune d'Etika. Ouais. Pouvez-vous citer 1 ou 2 missions locales pour que la personne sur le chat puisse les contacter? Alors, on a travaillé là juste il y a 2 ans, depuis 2 ans, avec la mission locale de Poitiers en partenariat avec Unicité, où on accompagnait un groupe de jeunes qui étaient en formation booster sur la question de l'insertion professionnelle. Et donc, c'était tripartite, Unicité, nous en support formation, la mission locale et un organisme de formation dont je vais avoir oublié le nom là. Mais en tout cas, on peut poursuivre l'échange par mail pour approfondir, par téléphone, peu importe. Alors, il reste 3 minutes. Je vais vous laisser conclure. Du coup, un mot de la fin. David, Agathe. Je commence rapidement. Écoutez, déjà, c'était un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Il y a mon adresse mail qui devait être diffusée, je pense, dans l'invitation. N'hésitez pas à regarder sur notre site. On est en train de finaliser notre livre blanc. Il devrait être dispo d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Dedans, on explique vraiment tout l'accompagnement qu'on a mis en place. Et surtout, l'objectif, c'était pas de faire un livre blanc pour présenter nos outils. C'était vraiment de faire un livre blanc pour présenter les enseignements qu'on a retirés de ces expérimentations-là, avec les choses qui peuvent être mises en place sur d'autres parcours que vous pouvez récupérer, les points d'attention à suivre. Donc ça c'était le premier point. Notre livre blanc, n'hésitez pas à le télécharger. Il sera dispo sur le site. Je pense que Cap Métier va le diffuser, la région aussi. Je vais le diffuser sur LinkedIn également. Et ensuite, un petit aparté, si vous connaissez des porteurs de projets qui portent des projets plutôt EdTech, donc éducation, et liés au digital, n'hésitez pas à leur dire d'aller voir sur le site du SPN. Je vais accompagner une promotion d'entrepreneurs d'ici fin avril, qui se lance fin avril. Promotion qui est soutenue par la Banque des Territoires, par le Futuroscope, par de gros acteurs, je pense à le réseau Canopé et autres, pour accompagner ces porteurs de projets-là. Je vais en faire partie, je vais accompagner les entrepreneurs. Donc s'il y a des personnes autour de vous, ou si même vous cherchez à rejoindre une incubation de ce type, n'hésitez pas, ce sera très intéressant et très pertinent comme accompagnement. Voilà. Merci David. Agathe? Moi, peut-être dire un mot pour remercier Cap Métier et la région Nouvelle-Aquitaine parce que le dispositif FRIF, c'est vraiment une opportunité
hallucinante pour pouvoir expérimenter, pouvoir se tromper aussi, faire évoluer les dispositifs pour essayer d'arriver aux solutions les plus performantes et les plus adaptées possibles. Et enfin, nous, on est extrêmement reconnaissant d'être sur un territoire qui permet ce type d'initiative. La communication, c'est pas franchement notre principal atout, mais on a quand même un site internet où vous aurez les informations minimales et puis surtout nos coordonnées. Et puis nous, on est toujours friands en fait pour se rencontrer, discuter ensemble des besoins et voir ce qu'on peut construire ensemble, soit à partir de l'existence, soit en inventant des choses nouvelles. Donc, il faut pas hésiter et ce sera franchement un plaisir. Merci. Alors, juste une petite information. Concernant le FRIF, vous avez encore la possibilité de déposer des dossiers jusqu'à décembre 2024. Donc, n'hésitez pas pour ceux à qui ces expérimentations donnent des idées. Concernant le livret blanc, les supports de capitalisation, Etika, MySkills, ils seront mis à disposition effectivement sur la communauté La Place Nouvelle-Aquitaine. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire. Et puis, je vous enverrai, moi, à l'issue de ce webinaire, une fois que le replay sera prêt, un petit mail avec le lien pour accéder au replay. Et puis, je vous donnerai aussi des ressources complémentaires pour que vous puissiez approfondir votre connaissance des dispositifs présentés aujourd'hui. Et je vous mettrai bien sûr les contacts de David et d'Agathe pour que vous puissiez vous rapprocher à l'issue de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, Agathe, David, et puis pour vous qui avez écouté à distance. N'hésitez pas à revenir vers moi également pour me suggérer des thématiques à explorer pour les prochains carnets de projets. Merci beaucoup et puis bonne journée et à très vite. Merci Charlotte. Merci à vous. Merci.